Bien, mesdames, messieurs, je vous remercie tout d'abord pour votre présence nombreuse, de même que je remercie la Fédération des Bouches-du-Rhône pour son invitation et Valérie Lopi d'être à mes côtés pour vous parler cet après-midi du collectif Racine, à savoir le collectif des enseignants patriotes, qui a déjà 2 ans et demi, parce que c'est le premier collectif que le Rassemblement Bleu Marine et le Front National ont lancé en octobre 2013. C'est un plaisir pour moi de revenir à Marseille, puisque nous avions procédé au lancement de la section départementale des Bouches-du-Rhône du collectif Racine il y a 1 an et demi, c'était le 4 octobre 2014, si je ne m'abuse. Et avant que nous entrions dans des considérations de fond qui vont fonctionner en 2 temps, c'est-à-dire que nous allons à la fois parler des dysfonctionnements, et Dieu sait s'il y a à dire, dont souffre notre système scolaire et universitaire, et dans un deuxième temps, puisque c'est la partie en quelque sorte la plus noble de notre travail, c'est de travailler au projet présidentiel de Marine Le Pen, dans sa partie enseignement, éducation, formation et recherche, eh bien, je vous présenterai quelques-unes des voies de redressement du système scolaire et universitaire sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Mais auparavant, donc, je souhaiterais très rapidement, en quelque sorte, planter le décor. Donc, effectivement, je le disais, notre mouvement a pris le parti de créer des collectifs thématiques. Nous en sommes au 9e à l'heure actuelle. Il y en a 2 autres qui sont en préparation, qui devraient voir le jour prochainement. L'esprit commun de ces collectifs est en fait double, et leur fonction, si vous voulez. D'une part, d'imprégner les domaines, les secteurs de la société civile qui correspondent à leur domaine de compétences. Donc pour nous, collectif Racine, très significativement, bien sûr, il s'agit de nous adresser aux enseignants dans un but qui est évidemment de porter à leur connaissance ce que nous faisons, ce que nous disons, nos travaux, nos analyses, et dans le but, du coup, d'emporter leur assentiment. De fait, cela est parfaitement mesurable, puisque nous enregistrons une progression extrêmement notable dans les intentions de vote enseignantes en faveur de notre mouvement. Pour rappel, nous étions à 5%, un peu moins de 5% lors de la présidentielle de 2012. Nous sommes à présent, et nous avons vu ces intentions croître sondage après sondage, sondage évidemment par rapport auquel nous sommes particulièrement attentifs. Eh bien, nous assistons à présent à des estimations aux alentours de 10%. Il y a un sondage CEVIPOF qui est sorti il y a quelques semaines qui indiquait que nous étions à 9,8 très précisément chez les professeurs des écoles. C'était des intentions de vote pour les élections régionales. Donc, vous voyez, nous multiplions par 2. On peut même estimer qu'en l'état actuel des choses, nous sommes à hauteur de 15% chez les enseignants actifs. Les enseignants retraités étant sans doute, et la remarque est généralisable, bien entendu, plus rétifs. Bon, le travail paie, j'ai envie de vous dire, avec un petit peu de fierté, parce que nous avons réussi quelques petites opérations assez remarquées. Le travail paie parce que ce que nous disons, et nous aurons l'occasion de développer tout cela avec Valérie tout à l'heure, à propos de l'école, des maux dont elle souffre et des solutions qu'il faudrait apporter, eh bien, d'une part, sont frappées, ces solutions et ces analyses, du sceau du bon sens. Et elles sont reconnues, du coup, comme telles, comme fondées, très au-delà de nos rangs. Nous sommes ici dans la ville de quelqu'un qui est plutôt connu dans le milieu de l'enseignement, c'est M. Brighelli. M. Brighelli, je l'ai dragué, pour ainsi dire, en tout bien tout honneur, bien sûr, pendant plusieurs mois, de sorte à ce qu'il rejoigne le Rassemblement Bleu Marine. Il a été, je crois, extrêmement surpris et très favorablement par la pertinence de ce que nous disions, qui est convergent avec ce que lui-même a pu dire et écrire. Bon, il se trouve qu'in fine, M. Brighelli a rejoint de la France. Je lui ai donc adressé un petit texte en lui disant encore un effort pour véritablement rejoindre le camp des patriotes, ceux qui sont les seuls en mesure de pouvoir sauver l'école. Il n'en reste pas moins que je demeure en contact avec M. Brighelli, à qui j'ai proposé une rencontre demain, mais manifestement il est à Paris, m'a-t-il dit. Il se trouve par ailleurs que lorsque j'ai favorisé la possibilité de cette interview
Lorsque Brighelli a interviewé notre vice-président Florian Philippot sur des questions scolaires, Brighelli a reconnu dans la foulée, après avoir publié les réponses de Florian sur son blog, enfin sur son site qui dépend du point.fr, a reconnu qu'il était en accord avec 80% des propositions que nous faisons. Voilà, les choses sont très claires. Donc, j'ai un peu mélangé les deux niveaux. Donc, si vous voulez, nous faisons ce travail de fond, effectivement, nous nous adresserons aux enseignants. Parallèlement, nous nous implantons de sorte à montrer qu'il y a des enseignants bleu marine partout en France. Nous sommes à l'heure actuelle implantés dans 20 départements, d'autres suivront. J'aurai le plaisir sans doute de revenir très certainement bientôt dans votre région, quoique de l'autre côté, un peu plus loin, de l'autre côté de la Méditerranée, puisqu'il y a une section Corse en prévision notamment. Nous faisons ce travail et par ailleurs, donc j'y reviendrai tout à l'heure, nous menons un travail de fond. Nous avons constitué en interne 8 groupes d'experts et de spécialistes et de praticiens qui travaillent donc sur des domaines délimités par niveau, par champ thématique également. Nous sommes en train de travailler à l'élaboration d'un projet présidentiel. Voilà. Chers amis patriotes, merci effectivement d'être venus un samedi après-midi avec ce beau soleil dans la salle de la Fédération de Front National pour entendre parler de l'école. Donc, comme vous l'a dit Alain Vélo, et certains étaient là le 4 octobre 2014, eh bien, nous avions lancé la section du collectif Racine 13, et finalement, bien, le collectif Racine a eu quelques adhérents dans les Bouches-du-Rhône, et puis, moi, en tant que directrice d'école et qu'enseignante, je continue à, alors pas militer en tant que membre du collectif Racine, mais si vous voulez, le fait que les gens savent qu'aujourd'hui, il existe, ça existe, des enseignants qui sont bleu marine, eh bien j'avoue que ça fait des émules. Sans parler directement de politique à l'école, le fait de savoir qu'une enseignante Front National bien fait son métier en ZEP, qui plus est, eh bien, je pense que dans les Bouches-du-Rhône, ça a fait des émules. Voilà, donc ça, nous nous en réjouissons, bien sûr. Et nous allons continuer ce combat parce que nous savons que si nous faisons notre métier avec en fait, bon sens, comme ce qui a été totalement perdu, hein, parce que vous savez que Najat Vallaud-Belkacem, ce n'est pas vraiment le bon sens qui l'anime, eh bien nous aurions bien sûr le redressement de notre institution. Et vous savez que pour qu'une nation se porte bien, eh bien il faut que son école qui forme la jeunesse se porte bien. Alors moi aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la langue française à l'école primaire, parce que notre langue, malheureusement, est bien mise à mal. Et Najat Vallaud-Belkacem, je pense, va la massacrer. Alors, vous savez que l'intitulé de notre petite conférence de cet après-midi s'appelle « École, un enjeu pour toute une nation ». J'aime beaucoup cet intitulé parce que je crois que l'amour de l'école ne va pas sans l'amour de son pays. Le sens de l'école est bien d'instruire nos enfants afin qu'ils deviennent des adultes responsables, capables de participer activement à la grandeur de notre pays et aujourd'hui au redressement de notre pays. La tâche est immense, certes, car comme le disait un slogan Front National il y a de cela quelques campagnes déjà, ils ont tout cassé. Or, voir se casser l'école primaire est une injustice insupportable. Quand on sait qu'un enfant a un énorme potentiel d'apprendre pour grandir, une soif immense de faire confiance à ses maîtresses, à ses maîtres, alors ce massacre de l'école est synonyme de gâchis. Depuis 2012, vous avez sans doute entendu parler vaguement de la refondation de l'école. C'est ce que Vincent Peillon a initié, la refondation de l'école. Donc on est dans ce cadre-là actuellement dans l'éducation nationale. Pour le primaire, les réformes qui en ont découlé
depuis 2012 sont le changement des rythmes scolaires, essentiellement. Donc vous savez, le changement des rythmes scolaires, c'est que les enfants doivent venir absolument à l'école tous les matins. Et pour remplacer donc le mercredi qui était vacant jusqu'alors, eh bien, il y a un après-midi qui est libéré dans la semaine, où bien l'école finit beaucoup plus tôt. Mais ça a supposé que la municipalité mette en œuvre des activités socio-culturelles, donc il faut trouver des animateurs, il faut trouver des lieux, et ça a eu un coût très important pour les communes, et en plus de ça, une organisation qui a dû se faire au pied levé, puisque ça a été décidé à la veille des élections municipales, c'est-à-dire que les maires ont dû mettre en place ces fameux changements de rythme scolaire. Donc c'était dans l'objectif, soi-disant, de faire en sorte que les enfants apprennent mieux. Or, donc moi qui suis dans l'école depuis 22 ans et donc qui ai subi ces rythmes scolaires, comme ce changement de rythme scolaire, comme les enfants et les familles, ben, je peux vous dire que c'est un échec sur le plan des apprentissages, notamment les petits de maternelle qui doivent aller à l'école 5 jours où ils doivent se lever très tôt le matin. Ils sont absolument fatigués et puis donc ils n'apprennent pas mieux. Et puis surtout, ça a provoqué, c'est un énorme désordre dans les établissements parce que les enseignants doivent laisser leur classe le vendredi après-midi à des animateurs qu'ils ne connaissent pas, avec des enfants qui tout d'un coup voient leur classe se transformer en centre aéré. Donc voilà, ça n'a aucun sens. Alors, donc depuis 2012, pour l'école primaire, c'est changement des rythmes scolaires. Et puis, il va y avoir un changement de programme scolaire à partir de la rentrée 2016. Alors vous allez me dire, bon, on n'a pas attendu la Jeanne de Lobel-Kesson de faire des réformes, parce que depuis, ça fait 22 ans que je suis enseignante, ça fait... donc il va y avoir une réforme tous les 2 ans. Non, voilà. Alors régulièrement, depuis 2012, donc on nous annonce de nouvelles mesures pédagogiques. Or, il faut se rendre compte que celles pour le primaire visent maintenant directement notre langue, la langue française. C'est à mon sens très délicat de bouleverser une langue, car celle-ci correspond à toute l'élaboration de notre pensée au fil de notre histoire. Alors si notre langue est dénaturée, c'est l'identité de notre pays qui est atteinte et affaiblie. On est donc en droit de se poser la question. Notre ministre de l'Éducation nationale, comme nos gouvernants dans leur ensemble, n'ont-ils pas la volonté, au fond, d'affaiblir notre nation au point de prendre le risque qu'elle ne disparaisse? Donc je vais vous dire en quelques minutes la démonstration du processus d'affaiblissement de la langue française à l'école primaire. Dernière réforme annoncée, celle de l'orthographe. Pour quelle raison les élèves apprendraient-ils mieux un mot sans accent circonflexe? Et puis c'est aussi penser que les enfants ne sont pas capables d'apprendre correctement les mots et qu'ils soient... Alors c'est sûr que si on nivelle vraiment par le bas, comme ça c'est sûr que l'égalité elle y sera, mais l'égalité dans la nullité, si vous voulez. Hein. Voilà. Je pense en plus au contraire, d'après mon expérience, que souvent cet accent est remarqué par les enfants, enfin par les gens en général, et que c'est comme ça qu'ils pensent à écrire correctement les mots. Et puis j'ai envie de dire, pourquoi la maîtresse avec un accent circonflexe, ça serait plus vraiment une maîtresse si elle n'a plus l'accent circonflexe. Alors voilà, donc la ministre voudrait-elle que nous tendions vers l'écriture phonétique, comme les SMS, vous voyez, comme ça du coup, effectivement... Eh bien, je dis que la ministre a choisi la régression, parce qu'elle préfère annoncer une mesure originale, une mesure encore jamais sortie du chapeau, plutôt que d'affirmer que l'école doit recouvrer de la rigueur, parce que la véritable égalité des chances, comme ils disent, c'est la transmission du savoir, l'effort, l'autorité des maîtres. La solution, elle est simple concernant l'orthographe. Elle part de l'apprentissage de la lecture, qui doit être absolument syllabique. Vous comprendrez qu'en devant saisir globalement l'image des mots, depuis les années 70, la lecture globale, c'est-à-dire apprendre les mots en entier, eh bien, on ne peut pas, finalement, puisqu'on n'a pas la notion de l'articulation B et A, ça fait bas, l'enfant ne peut pas retenir l'orthographe des mots. Donc, revenir à la lecture syllabique. B et A, ça fait bas. D'autre part, il est indispensable de faire des exercices de systématisation qui entraînent véritablement la mémoire.
Il faut dire que l'apprentissage solide prend du temps et que l'on a demandé aux enseignants du primaire de faire de l'informatique, de l'anglais, de l'éducation à la santé, de l'éducation à la route, de l'éducation à la sexualité, enfin plein de choses. Et finalement, les bases solides qui prennent du temps, eh bien, on les a laissées un petit peu tomber, puisqu'en fait, en 30 ans, on est passé de 15 à 9 heures de français par semaine au CP. On a par conséquent rogné sur le temps consacré à la systématisation et à l'orthographe. Najat Vallaud-Belkacem est pourtant affiché à grands coups de communiqué au mois de janvier qu'il y aurait une dictée par jour à l'école primaire. Or, dans les nouveaux programmes qui nous ont été présentés récemment aux enseignants, nulle trace de cette intention. Donc, de temps en temps, elle fait des petits coups de com' et elle dit ce que les parents ont envie d'entendre. Mais elle n'est pas si inquiète que ça. Deuxième facteur d'atteinte grave à notre langue, alors je ne sais pas si tout le monde le sait, en général ça fait bondir. Deuxième facteur d'atteinte grave à notre langue, les cours d'arabe à l'école. Voilà. La plupart des écoles de ZEP, aujourd'hui, en ont, et notamment dans les Bouches-du-Rhône, parce qu'il y a pas mal de ZEP dans les Bouches-du-Rhône. Alors, je vais vous dire simplement la loi, ce qu'elle dit par rapport à ces cours d'arabe à l'école. Pourquoi aujourd'hui il y a des cours d'arabe à l'école? Ce que la loi dit. Ils sont mis en œuvre sur la base d'accords bilatéraux prenant appui sur une directive européenne du 25 juillet 1977 visant à la scolarisation des enfants des travailleurs migrants. Effectivement, dans les années 70, vous savez, il y avait des gens qui venaient sur les chantiers, je pense notamment à Bouygues, enfin des grosses usines, des gros chantiers, et les travailleurs migrants venaient avec, parfois non, justement en laissant leur famille, et quand ils venaient avec leurs enfants, eh bien l'éducation nationale avait considéré que comme ils allaient rentrer chez eux après la fin du chantier, eh bien il ne fallait pas qu'ils se déculturent en fait, et qu'ils conservent leur langue pour continuer leur scolarité dans leur pays d'origine, du Maghreb. Donc, cette loi, cette directive part de 1977, c'est une directive européenne. Cette directive dispose que les États membres prennent conformément à leur situation nationale et à leur système juridique et en coopération avec les États d'origine, les mesures appropriées en vue de promouvoir, en coordination avec l'enseignement normal, un enseignement de la langue maternelle et de la culture du pays d'origine en faveur des enfants. Le principe qui fonde ces enseignements à l'origine est que la maîtrise de la langue maternelle est un préalable nécessaire à la réussite d'une langue seconde. Donc, si vous voulez, on est toujours sur ce principe-là. Ça s'appelle étude de langue et de culture d'origine. Sauf que vous savez très bien que moi, enfin, mes élèves, en l'occurrence, ne sont pas nés, d'ailleurs, dans les pays du Maghreb, ils sont nés sur le territoire français, et donc c'est pas leur culture d'origine. Et d'autre part, le français ne peut pas être une langue seconde, puisque c'est la langue là où sont nés. Donc voilà, donc vous voyez, déjà on part sur une fausse réalité. Les objectifs poursuivis étaient complémentaires. Alors, c'est toujours ça, hein, structurer la langue parlée dans le milieu familial, favoriser l'épanouissement personnel des jeunes issus d'autres cultures, valoriser la diversification des langues à l'école. Aujourd'hui, il concerne aussi des enfants donc, qui ne sont pas locuteurs natifs de la langue concernée et s'intègrent progressivement dans l'offre d'enseignement linguistique. Les enseignements de langue et de culture d'origine concernent principalement le premier degré. Ils sont organisés dans la mesure du possible dans les écoles, les établissements où une demande des familles existe. Donc il est vrai que la demande des familles, elle est de plus en plus importante. Et ils sont ouverts à tout enfant dont la famille souhaite l'inscription dans les limites des places disponibles. Il en existe même dans le second degré. Les cours sont donnés par des enseignants originaires des pays concernés, qui sont mis à disposition par leurs gouvernements respectifs ou recrutés localement par les autorités consulaires. Alors, il y a une évolution, parce que Mme Najat Vallaud-Belkacem a dit, voilà, il faut que ça évolue, ce genre de choses, mais alors écoutez bien dans quel sens ça va évoluer. Une évolution est actuellement engagée pour permettre une transformation des cours d'ELCO, études de la langue et de la culture d'origine, en cours de langue vivante étrangère dispensés aux élèves
sur le temps scolaire. Cette évolution permettra de valoriser, par une plus-value pédagogique, l'apprentissage des langues concernées, tout en s'inscrivant pleinement dans le cadre d'une politique linguistique cohérente et diversifiée mise en œuvre dans les cartes académiques des langues. Ça veut dire que l'évolution veut que les cours d'arabe soient ensuite faits sur les cours de classe, le temps de classe. Donc vous voyez, peut-être qu'on en a dit que l'apprentissage de la lecture a été passé de 15 à 9 heures de la langue française, mais là, du coup, je pense qu'on va encore rogner sur l'apprentissage de la langue française pour laisser un petit peu de place à la langue arabe. Donc voilà, je vous ai donné le cadre réglementaire, on va dire, et la volonté de nos dirigeants, valoriser la langue arabe et au final la substituer quelque peu à notre langue. Nous perdons en effet des heures de français, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et nous devons instituer des cours d'arabe sur le temps de classe. Autre inquiétude légitime concernant ces cours. À l'heure où nous sommes en état d'urgence, il faut savoir que le professeur d'arabe n'est pas inspecté par l'inspecteur de l'éducation nationale comme tout enseignant doit l'être. Il pourrait donc enseigner à l'intérieur de nos établissements publics la charia ou le djihad. D'autant plus que l'arabe enseigné est celui utilisé pour l'enseignement de l'islam et non celui parlé à la maison. Vous voyez, en plus de ça, c'est pas cohérent avec ce que la loi dit, parce que la loi disait qu'il fallait que les enfants parlent la langue parlée à la maison. D'ailleurs, j'ai dit au professeur d'arabe qui est arrivé un jour donc, dans mon école pour me dire, voilà, demain je commence les cours d'arabe dans votre école. Moi, je suis fonctionnaire, je veux dire, je l'ai très bien reçu, ce monsieur, c'est quelqu'un de très sympa en plus. Hein. Mais je lui ai dit, est-ce que vous savez, monsieur, que si mon école est caractérisée ZEP, c'est parce que dans les critères de la ZEP, c'est parce que les enfants ne parlent pas correctement la langue française. Donc moi, je pensais qu'on allait m'envoyer un professeur de français pour donner des cours supplémentaires de français aux enfants de ZEP. Eh bien, c'est des cours d'arabe qu'on leur donne. Donc voilà, je lui ai dit que je ne savais pas, que c'était un peu incohérent et que quelque part, ça cassait un peu mon boulot, si vous voulez. Donc c'est, voilà. Enfin, en tout cas, vous avez bien compris que c'était pas vraiment logique. Autre trouble créé par la tenue de ces cours dans les écoles, la commune doit mettre à disposition ses locaux, le matériel pédagogique du personnel municipal sans l'accord du maire. Ce qui revient à dire que le contribuable paie ses enseignements sans qu'il y ait eu la moindre délibération en conseil municipal à ce sujet. C'est un peu sournois, je trouve. Alors, de plus en plus de maires refusent, je sais qu'il existe des maires qui refusent de mettre des moyens à disposition pour ces cours. On va dire qu'ils font un peu de la résistance, ces maires. Bien évidemment, lorsque Marine sera au pouvoir, ces cours de langue seront supprimés. Les heures de cours de français seront multipliées du CP au CM2 et je suggérerai à Marine, dans le cadre du collectif Racine, que l'enseignement des langues vivantes, comme l'anglais par exemple, soit enseigné sous forme de stage obligatoire durant les vacances scolaires d'été, encadrés par des professeurs certifiés en la matière, parce que c'est vrai qu'en France, on a quand même du mal à faire en sorte que nos élèves soient performants en langue vivante. Et on s'est rendu compte qu'en fait, des stages encadrés par des gens qui parlent vraiment correctement la langue vivante, eh bien, c'est beaucoup plus efficace que de faire des cours d'anglais, comme je dois le faire par exemple dès le CE1, parce que je ne suis pas une professeure certifiée en anglais. Donc du coup, ce n'est pas très sérieux. Et il y aurait cette possibilité, en tout cas c'est à réfléchir dans le cadre du collectif Racine et avec Marine, pour instituer des stages de langue vivante pour que les enfants soient vraiment dans un bain de langue vivante. Je vais conclure en disant et en affirmant avec toute ma foi en mon pays et en mon école que lorsque Marine sera au pouvoir, les premiers à bénéficier de son bon sens et de sa détermination à redresser la France, ce seront nos enfants, car ils sont les plus réceptifs à ce bon sens. Débarrassés du carcan idéologique de l'éducation nationale actuelle, la réussite des élèves ne peut qu'en être décuplée. Donc, au collectif Racine, nous nous engageons à ce que toutes ces mesures de bon sens soient mises en œuvre et Marine nous fait confiance. Voilà, je vous remercie.
laissera bien entendu possibilité d'ouverture aux questions, mais peut-être, à condition, je dis ça à mes élèves, pardon, à condition que vous ne les oubliez pas. Non, mais si vous voulez intervenir. Non, c'était juste pour préciser que justement les cours d'arabe que l'on souhaite donner aux enfants français, ce sont des cours d'arabe littéraire qui n'est pas parlé au Maghreb. De plus. Voilà. Bien, donc Valérie nous l'a dit, c'est bordé également sur les autocollants, les flyers en anglais, je crois. Nous avons choisi, c'est un cycle en réalité de conférences, nous avons choisi comme thématique école, un enjeu pour toute une nation. Que l'école soit un enjeu pour toute une nation, puisque donc tel est le titre de notre conférence de cet après-midi, d'abord vous en attestez, ne serait-ce que par votre présence, de même que vous en attestez par le fait que, jeunes ou moins jeunes, actifs ou retraités, vous soyez donc venus entendre parler d'école et que la chose vous soucie. Vous en attestez également par l'intérêt que vous portez à ce sujet qui renvoie les moins jeunes d'entre vous à leur passé scolaire et étudiant, et donc, quelle que soit la génération à laquelle nous appartenons, nous savons bien combien l'avenir en dépend. Car tous anciens élèves, parents d'élèves ou enseignants, l'école, c'est incontestable et, bien sûr, l'affaire de tous. Et c'est d'ailleurs pourquoi le collectif Racine, qui n'avait à l'origine, c'était sa vocation initiale, si vous voulez, vocation qu'à réunir les professionnels de l'éducation, est désormais ouvert à quiconque se soucie de l'école, les parents ou les grands-parents, peuvent évidemment nous rejoindre. Vous avez des bulletins de soutien à l'entrée ou à la sortie, ça dépend dans quel sens on marche. La nécessité nous est en effet apparue, et ceci avec la plus complète évidence, qu'il nous fallait nous tenir toujours plus près des difficultés que rencontrent les élèves et leurs familles, toujours plus à l'écoute des aspirations qui sont les leurs, les familles étant bien souvent aux côtés de beaucoup d'enseignants, eh bien, les premières à vivre, à éprouver, et souvent dans la difficulté, les dysfonctionnements, et le terme, dans certains cas, apparaît presque un euphémisme, voire ce qu'on peut considérer comme l'état largement calamiteux de notre système scolaire. L'école nous concerne tous parce qu'elle est le lieu où, par excellence, convergent les intérêts individuels et l'intérêt général, celui de la nation dans son ensemble. D'abord, il est dans l'intérêt fondamental de chaque enfant, de chaque jeune, que l'école lui donne les moyens de s'épanouir selon ses compétences, ses aspirations et ses goûts, qu'elle lui donne les moyens de sa réussite personnelle. Et les familles sont en droit d'attendre que l'école fonctionne pleinement comme lieu de réussite individuelle et comme vecteur de promotion sociale. Et il est tout autant dans l'intérêt collectif de la nation, qu'en promouvant ainsi sa jeunesse, l'école assure un avenir à cette nation. Il dépend d'abord et très largement de son école que la France échappe à la relégation à laquelle nos élites, depuis 40 ans, non seulement consentent, mais dont elles se sont faites les complices, dont elles sont très largement complices. Il dépend largement de son école que la France continue d'exister comme véritable puissance et recouvre sa souveraineté et sa liberté. À ce titre, notre nation, la France, a besoin bien sûr d'ouvriers, de techniciens et d'ingénieurs qui soient hautement qualifiés, en vue tout particulièrement de sa nécessaire réindustrialisation. Elle a aussi besoin de scientifiques qui soient à la pointe mondiale de leur discipline, car l'avenir d'une nation dépend largement de son aptitude à faire progresser la recherche. Et elle a aussi besoin d'hommes et de femmes de lettres qui continuent d'assurer son rayonnement culturel. Et cela dépend évidemment d'abord et surtout de l'école. L'école constitue donc bien un enjeu pour toute une nation et un enjeu de premier ordre. Pourtant, l'école a été sapée par des forces, par une logique antinationale et anti-républicaine, qui l'ont progressivement détournée de ses missions, au point qu'elle ne remplit aujourd'hui que bien peu ses fonctions essentielles. Article après article, conférence après conférence, je dis que le collectif Racine existe depuis 2 ans et demi à présent, nous avons largement, et de multiples reprises, décrit le processus et les causes de cette élection qui a conduit notre système d'enseignement, depuis 40 ans environ donc, à s'enfoncer peu à peu dans le déclin. Disons, pour être aussi bref que possible, et aussi synthétique que possible, car je voudrais surtout, donc d'abord ne pas être trop long et surtout aborder devant vous, comme je le disais tout à l'heure, les solutions auxquelles nous réfléchissons et que nous devrions inscrire dans le programme présidentiel de Marine.
disons que le déclin de notre école et de notre université tient à la convergence de deux principales causes qui ont agi ensemble. D'une part, des causes typiquement anti-républicaines, que sont une légalité mal comprise, et par ailleurs, la démagogie en quelque sorte du pédagogisme, que je définirai dans quelques instants, et qui doit être considéré comme l'une des principales causes qui a entraîné le déclin de l'école. Mais aussi, deuxième cause, eh bien, la conversion aux dogmes ultralibéraux de l'euromondialisme de nos élites, et particulièrement des ministres de l'éducation nationale successifs, celles d'aujourd'hui ne faisant évidemment pas, et hélas, ne faisant pas exception. Nos élites, Valérie l'a dit, n'ont finalement que peu de foi dans la France, voire, et parfois il n'est même pas douteux que ce soit le cas, n'aiment pas la France. Tout d'abord, concernant donc la première cause du déclin de notre système scolaire et universitaire, eh bien, il faut considérer un contresens majeur qui a été commis sur l'égalité républicaine. Valérie l'a dit également, nous avons en fait depuis 1975, nous avons les ministres successifs, les gouvernements successifs, depuis 1975, il y a une sorte de péché originel de la mise en place par la loi Abi de 1975 du collège unique. Eh bien, ce qui s'est produit, c'est qu'on a considérablement abaissé le niveau en croyant qu'on allait ainsi permettre la démocratisation des études. De fait, ce qui s'est produit, eh bien, c'est que les meilleurs ont été entravés dans la progression qui aurait été la leur si l'école avait été plus exigeante. Quant aux plus faibles, ou en tout cas à ceux qui provenaient des milieux sociaux les moins favorisés, eh bien, il s'est produit qu'on les privait de toute possibilité d'ascension sociale. Nommons les responsabilités, désignons-les. Ce contresens majeur sur l'égalité républicaine, je le rappelle, qui est en définitive quelque chose du même ordre que l'élitisme, à condition qu'on comprenne l'élitisme au sens précisément où il s'agit d'assurer, et je citerai une phrase que nous avons citée très souvent au collectif Racine, une phrase de Paul Langevin, co-auteur du grand plan qui est la Libération, eh bien, a permis à l'école de la République de redevenir à peu près ce qu'elle était. Ça n'a pas duré malheureusement fort longtemps. Paul Langevin a résumé en une formule très claire ce qu'est cette égalité républicaine ou cet élitisme bien compris. Il disait que l'école devait garantir la sélection des meilleurs par la promotion de tous. Voilà. Eh bien, à partir du moment où on a revu à la baisse, et nous avons fait évidemment ce travail d'analyse en regardant les programmes, l'enchaînement des programmes réforme après réforme, eh bien, on s'aperçoit effectivement que dans toutes les disciplines, eh bien, réforme après réforme, le niveau d'exigence s'abaisse. Eh bien, c'est effectivement quelque chose qui a en quelque sorte cassé la fonction de promotion sociale de l'école et même de l'université. J'y reviendrai dans quelques instants. L'égalitarisme est allé de pair avec un autre malentendu tout aussi fâcheux et qui s'est révélé désastreux. C'est ce que nous nommons par habitude le pédagogisme. Le isme, le suffixe isme a effectivement une charge péjorative qu'il faille de la pédagogie, bien entendu, pour transmettre des connaissances à des jeunes, à des enfants, c'est incontestable. Et la pédagogie, bien entendu, ne constitue qu'une condition nécessaire pour la transmission des connaissances. Elle ne saurait constituer une condition suffisante. Ce qui s'est produit, et là, sans doute, le texte qui s'est avéré être le plus ravageur est la loi Jospin de 1989, c'est qu'on a prétendu placer l'élève au centre du système. Je cite un propos, une phrase de cette loi Jospin de 89, on a prétendu placer l'élève au centre du système et d'en faire le référent de la culture commune. Qu'on mesure bien ce que cela signifie. On a donc renoncé à transmettre des connaissances, à élever l'élève dans le savoir, puisque, sous prétexte, vous voyez, que n'appartient pas au monde culturel de l'élève telle ou telle chose, par exemple la fréquentation des grands auteurs de notre littérature, eh bien on a tout bonnement, puisqu'il s'agissait de faire de l'élève le référent de la culture commune, on a tout bonnement eh bien, refusé de lui transmettre ses connaissances, de lui enseigner les grands auteurs. Le pédagogisme malheureusement n'a pas fini de sévir
je le faisais remonter, enfin on couvrait des signes avant-coureurs bien antérieurs, à la loi Jospin de 89. Il s'avère qu'il faut savoir que des experts en pédagogie, des experts autoproclamés en pédagogie, les fameuses sciences de l'éducation, continuent à hanter l'administration centrale, à y faire du lobbying et à sévir dans les IUFM, les instituts universitaires de formation des maîtres, qui à ce jour ont été supprimés par le président Sarkozy, mais qui ont été remises en place dès l'année suivante. Ils portent à présent un nouveau nom, les écoles supérieures de professorat et d'éducation. On adore les cycles dans ce milieu-là, dans le milieu de l'éducation. Les SP, eh bien, il faut savoir que dans ces instituts qui prétendent former les enseignants, on les convertit en réalité à ce genre de principe, à savoir du type de celui que je viens de présenter, à savoir qu'il s'agit de placer l'élève au centre du système comme référent de la culture commune. L'autre cause tout aussi dévastatrice du déclin de notre système scolaire, eh bien, c'est la conversion aux dogmes ultralibéraux de l'euromondialisme de la part de nos élites et particulièrement de nos ministres successifs. Il faut ici tout particulièrement parler du protocole de Lisbonne qui, depuis l'an 2000, définit et oriente, avec le consentement, on devrait dire, la complicité des gouvernements successifs, UMP comme PS, l'ensemble de nos politiques éducatives. Les objectifs définis par ce protocole de Lisbonne, définis par le Conseil européen, ont en effet eh bien, sans cesse été réaffirmés depuis. Et les ministres, UMP comme PS, se sont chargés avec empressement et dévouement, avec la stabilité qu'on leur connaît à l'égard des instances non élues de l'UE, de cette mise en conformité avec ces principes, à commencer par François Fillon, dont je vais parler un peu, dont la loi de 2005 constitue une traduction à peine masquée des dictats éducatifs de l'UE. La stratégie qui a été définie en l'an 2000 à Lisbonne est d'abord exclusivement économique. Il s'est agi de faire de l'Union européenne, selon les propres termes de ces textes, le cadre de l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, en retenant bien sûr comme modèle exclusif et sacralisé celui des États-Unis d'Amérique. À cette fin, la principale mission qui s'est trouvée reconnue comme étant celle de l'école est devenue celle de l'employabilité, de surcroît envisagée bien sûr sous l'angle de la nécessaire flexibilité des emplois. De ce point de vue, toute régression en termes de savoir effectivement enseigné devenait possible. Et on a entrepris à cette époque-là, eh bien, réaliser ce que Jean-Claude Michéa, qui est l'auteur d'un ouvrage intéressant sur ces questions-là, qui s'intitule L'enseignement de l'ignorance, qui est très significativement intitulé L'enseignement de l'ignorance, eh bien, appelle l'école du capitalisme total. Pour rentrer rapidement dans le détail de ces dispositions, ces objectifs made in UE, eh bien, il faut dire que ces dictats, c'est d'abord le socle commun de connaissances qui s'est trouvé inscrit donc dans la loi Jospin de 2005, qui est une sorte de moins-disant sans précédent en termes d'instruction. Qu'il faille effectivement sortir de l'école avec un bagage minimum paraît être frappé du saut du bon sens, mais tout dépend bien entendu du niveau où on situe le minimum. Or, le socle en question a été une instruction, ou a permis une instruction véritablement au rabais, et même la fin de l'instruction. Les dictats européens, ou européistes devrait-on dire, décidés à Lisbonne, ce fut aussi la diffusion chez les élèves de l'esprit d'entreprise. Alors, il est certain, là aussi, que l'école est peut-être trop coupée du monde de l'entreprise. Mais il ne faut pas, bien entendu, et c'est ce qu'on a fait en réalité depuis le protocole de Lisbonne, ou dans le cadre de ce protocole, il ne faut pas que cette diffusion de l'esprit d'entreprise se fasse, bien sûr, au détriment des savoirs fondamentaux et d'une culture humaniste. Les dictats européistes en question, ce fut aussi la vénération du dieu numérique, dont on sait qu'il n'apporte rien à l'école. Notre ministre, Najat Vallaud-Belkacem, en parlait à nouveau. On tente à situer, vous voyez, dans la diffusion du numérique à l'école, le moyen, le remède à tous les maux dont elle souffre, la panacée universelle. Ce n'est au mieux qu'un moyen dont il faut user avec parcimonie. Et il ne s'agit évidemment en aucun cas de confondre le moyen informatique ou numérique avec la finalité de l'école, qui est la transmission du savoir, la promotion sociale des enfants.
Ce fut aussi, ces dictats européistes, eh bien, l'apprentissage précoce de l'anglais en primaire, Valérie en a parlé, alors même que le français n'est pas maîtrisé, du fait de méthodes aberrantes pour l'essentiel. Le rapport Tello de 2004, sur la base duquel allait justement être conçue la loi Fillon de 2005, eh bien, exprime très exactement l'esprit de ce protocole de Lisbonne. On lit dans ce rapport une phrase qui fait frémir, qui est la suivante, à savoir que les compétences fondamentales pour le citoyen du XXIe siècle sont en définitive l'anglais de communication internationale, les technologies de l'information et de la communication. Et ça se réduit à cela. Un autre apôtre, pourrait-on dire, de ces directives est l'ancien président du Conseil italien, Berlusconi, qui disait à peu près la même chose, puisqu'il proclamait que finalement, l'école italienne n'avait que 3 objectifs. Pardonnez mon italien, inglese, impresa, internet, anglais, entreprise, internet, les 3 I. Voilà, dans un pays qui a pourtant une culture millénaire. Bon, on l'aura compris, l'égalitarisme et le pédagogisme ont agi d'une façon tout à fait ravageuse. Ils ont conduit, ou ils se sont accompagnés du fait que nos élites se soient converties à des principes qui ne sont en rien français, qui sont, donc je le disais, euromondialistes, que nos élites, par ailleurs, non seulement manquent de foi dans la France et dans son école, mais même ont une sorte de défiance. Je n'ose même pas poser la question, vous poser la question, de savoir si vous croyez un seul instant que Najat Vallaud-Belkacem aime la France. C'est d'ailleurs la question que nous posions dans le dernier numéro de notre lettre, dont vous trouverez, parce que c'est en cours de réimpression face au succès qu'elle rencontre, l'avant-avant-dernier numéro à la sortie. Nous posions très exactement la question, en sachant la réponse, d'où Najat Vallaud-Belkacem tient-elle cette détestation de la langue française pour prétendre à ce point en liquider l'enseignement. Valérie en a un peu parlé. La réforme du collège, dont tu n'as pas parlé puisque tu t'es axé sur le primaire, eh bien, est aussi terrifiante en réalité. Elle entrera en application à la rentrée prochaine. Donc c'est une amputation sans précédent des horaires qui sont alloués aux disciplines fondamentales, le français en particulier. On leur remplace, on leur substitue à ces disciplines fondamentales, eh bien, des EPI, là encore un sigle. Les EPI, c'est des enseignements pratiques interdisciplinaires, dont les contenus laissent pour le moins rêveur, c'est de l'inutilité, de l'amusement, du divertissement, et que dire encore de la suppression, de la mise à mort définitive, parce que leur mort est annoncée malheureusement depuis longtemps, des langues anciennes, qui dans la plupart des établissements ne pourront même plus être étudiées. Bon, face à ces diagnostics ou ces analyses, la question, bien entendu, se pose de savoir ce qu'on peut attendre pour l'avenir. Je voudrais dire quelques mots tout de même, puisqu'ils ont tenu une convention sur l'école récemment de nos adversaires, les Républicains, qui donc ont entendu présenter au début du mois d'avril leur proposition pour l'école. Elle mérite d'être considérée 2 instants. Le 6 avril dernier, en effet, une journée thématique de travail sur l'éducation et l'enseignement supérieur a eu lieu, dans le cadre de laquelle Nicolas Sarkozy, en personne, est intervenu. Cette convention, cette journée thématique, s'est accompagnée d'un document de 16 pages qui préfigure à noter un programme présidentiel, un projet. Donc, nous sommes en rivalité, vous comprendrez que je l'ai considéré avec attention. Voilà de quoi nous parle ce texte. Ce texte nous parle de centrer l'école primaire sur les fondamentaux, de rétablir l'autorité des maîtres, de valoriser le mérite et d'appliquer une laïcité intransigeante. Un trouble parcourt la salle du collectif Racine dans le texte, en quelque sorte, de la part des Républicains. Mais, bien sûr, on n'est pas dupe, et comment le serait-on? D'ailleurs, le subterfuge électoraliste saute aux yeux lorsqu'on lit ce rapport, ce document, puisque, à en croire les pseudo-républicains, les républicains autoproclamés et par antiphrase, eh bien, l'an 2012, à savoir l'année où ils ont quitté les responsabilités, serait l'an 0 du déclin de l'école et de l'université française. On lit dans ce texte,
aéré pendant 4 ans. Pendant 4 ans, vraiment, le déclin, bien entendu, remonte à bien plus loin, et l'on sait en quoi les républicains se partagent la responsabilité avec les socialistes. Ce sont bien entendu aux politiques éducatives conduites tour à tour par les républicains ex-UMP comme par le PS, et donc cela depuis 40 ans, qu'est imputable l'état calamiteux de notre école et de notre université. D'ailleurs, quoi que vaille la résolution que ces pseudo-républicains affirment par 4 fois, si j'ai bien lu, durant ces 16 pages, la résolution de se tenir à distance de toute idéologie. L'on sait bien que c'est à l'idéologie européiste dont j'ai dit les dévastateurs qui avaient vécu sur l'évolution, sur le déclin plus exactement de notre système d'instruction, que ces républicains sont soumis. Et d'ailleurs, l'occasion fut que la journée en question s'est bien entendu tenue sous l'égide du drapeau, je préfère dire, du fanion européiste, histoire de bien rappeler, bien entendu, à ceux qui voyaient ces images, qui sont les véritables maîtres des républicains. Bien sûr, rien, strictement rien, n'est à attendre, sinon le pire, des politiques éducatives que pourraient mener si, par malheur, ils revenaient aux responsabilités, ces républicains. Ces principes ne trouveraient évidemment aucune traduction concrète. Toutes les réformes qui ont été conduites par ces gens-là suffisent à le démontrer amplement. Nous l'avons dit et nous ne cessons de le répéter, tant c'est l'évidence, ces politiques conduites par le gouvernement actuel, comme celles conduites par les gouvernements précédents, UMP, eh bien, le gouvernement UMP ou les républicains qui pourraient par malheur revenir aux responsabilités mèneraient exactement les mêmes politiques que celles du gouvernement actuel. UMP comme PS, en effet, partagent, je l'ai dit, les mêmes allégeances et se retrouvent jusqu'à se confondre dans une même soumission à Bruxelles et à Lisbonne. L'école, j'ai suffisamment insisté, constitue un enjeu majeur pour la nation. Son redressement ne peut donc être une grande cause nationale, de sorte que l'impératif et l'urgence, c'est de retrouver ce que j'appellerais une véritable souveraineté éducative. La nation doit retrouver la pleine maîtrise de ses politiques éducatives, qui n'ont pas à être décidées à Lisbonne ou ailleurs, et à cette fin, la France doit faire preuve d'une volonté politique totale, et nous savons d'avance que nous n'en manquons pas. En charge d'alimenter la réflexion qui conduira à l'élaboration du programme présidentiel, dans sa partie enseignement, éducation et formation, nous avons, je l'évoquais tout à l'heure, d'ores et déjà investi l'ensemble des dossiers, de la maternelle à l'université, sans négliger bien sûr, parce qu'elles sont essentielles, les questions d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, et les groupes de travail qui, au sein du collectif Racine, rassemblent spécialistes et praticiens enseignants de la maternelle à l'université, des agents et des cadres administratifs aussi, remplissent leurs fonctions dans le souci d'apporter des réponses innovantes aux enjeux de l'avenir. Une petite remarque de méthodologie, nous en avons tous ici à peu près la conviction, l'école se portait mieux il y a de cela quelques décennies bien sûr. Bon. Qu'il faille évidemment essayer dans une certaine mesure de renouer avec ce passé glorieux, parce que la France faisait envie aux autres nations du monde, de par son école et son université, c'est certain. Cela dit, l'histoire repasse à ses pelés plats. La machine à remonter le temps ne fonctionne pas. Si bien qu'il nous faut aussi, j'insiste, eh bien, envisager des solutions qui correspondent à notre époque, des solutions par conséquent innovantes. Ainsi, nous réfléchissons en profondeur et présenterons le moment venu eh bien, les propositions abouties à notre présidente. Mais nous laissons affleurer d'ici à la publication du programme définitif quelques-unes des conclusions de nos travaux, ceci sur notre site internet, dans notre publication trimestrielle que j'ai évoquée. Et c'est aussi dans cet esprit donc que débute ce cycle de conférences, parce que nous venons à votre rencontre, je l'ai dit tout à l'heure, dans le besoin aussi d'écouter, parce que nous sommes le noyau du collectif, ce sont évidemment les enseignants, donc nous souhaitons également savoir ce que vivent, ou mieux le savoir, ce que vivent les parents. Donc nous venons à votre rencontre, non seulement pour rechercher votre approbation, mais aussi pour solliciter votre ressenti. Je passerai en revue, pour terminer, quelques-uns des principaux axes de redressement du système, et donc je laisserai affleurer quelques-unes de nos réflexions. Tout d'abord, le bon sens impose bien sûr de réformer le système
à partir de la base, c'est-à-dire à partir de l'école primaire, parce que c'est dès l'école primaire, bien sûr, c'est même à l'école primaire, pour l'essentiel, que se joue l'égalité des chances. Nous menons ainsi une réflexion sur ce que doivent être les enseignements fondamentaux en primaire et leur méthode. L'école primaire et tout particulièrement l'école élémentaire ont les justes désignations de leur mission. Elles doivent prioritairement transmettre aux enfants les éléments de toute instruction, c'est-à-dire les savoirs fondamentaux que constituent la lecture, l'écriture et le calcul, de sorte que chaque enfant doit sortir du primaire en maîtrisant ses fondamentaux, comme c'était le cas autrefois. Cela exige, du point de vue des contenus, qu'ils cessent d'être vus à la baisse et que leur transmission ne soit plus différée. J'ai ironisé sur les préconisations des Républicains, UMP, Républicains, ex-UMP, des experts ministériels, donc qui portent la parole du ministre, disaient dans un article le lendemain de cette journée, qui a paru le lendemain de cette journée dans les Échos, que finalement ce n'était pas si grave si les gens ne maîtrisaient pas bien l'écriture et la lecture au sortir de l'école primaire, puisqu'ils avaient encore le collège pour continuer bien sûr à apprendre à lire et à écrire. Rendez-vous compte. Donc il s'agit évidemment, oui je vous assure, il s'agit évidemment de cesser de revoir à la baisse les exigences d'enseignement, les contenus enseignés, et de cesser de différer le moment de leur transmission. Mais cela suppose aussi une révision des méthodes d'enseignement. Valérie l'a évoqué également, ce sont des méthodes éprouvées, des méthodes classiques avec lesquelles il s'agit de renouer, et non pas par une sorte de fascination pour un prétendu progrès, vouloir à tout prix innover et risquer effectivement d'utiliser des méthodes qui, elles, ne fonctionnent pas. Très significativement, l'apprentissage de la lecture. Les méthodes actuelles, globales, on dira que ce n'est plus la globale, que ce sont des méthodes semi-globales, mixtes. Les méthodes actuelles, en réalité, relèvent de la fausse modernité. Outre qu'elles ont condamné, depuis une bonne quarantaine d'années toujours, bien des enfants à la dyslexie. Ce que nous apprennent au contraire des études neurologiques récentes, c'est que le cerveau exige des apprentissages allant du simple au complexe, en l'espèce Valérie l'a dit, de la lettre à la syllabe, puis au mot et à la phrase. De façon plus générale, il faut que s'opère, et nous y veillerons, un recentrement de l'école sur ses missions essentielles. La principale mission de l'école, c'est évidemment de transmettre le savoir, c'est-à-dire d'instruire. L'éducation étant quelque chose de différent. Ce sont les familles en premier lieu, auxquelles il revient d'éduquer. Et s'il peut y avoir une fonction éducative de l'école, eh bien, ce n'est que de façon immédiate, parce que le savoir, dès lors qu'il est transmis, a aussi quelque chose d'édifiant. Et donc, dans cette mesure-là, peut effectivement remplir une fonction éducative. Mais c'est aux familles qu'il revient, bien entendu, d'éduquer. Et puis, bien sûr, s'il s'agit que l'école renoue avec sa mission de transmission du savoir, eh bien, il faut mettre un terme définitif à ce que j'appellerais, en pesant les mots, un délire. Le délire que j'ai décrit tout à l'heure sous le nom de pédagogisme, cette idéologie de l'élève au centre, à qui on prétend, et on a prétendu depuis longtemps, faire inventer ses propres savoirs et autres inerties pédagogistes. Il faut évidemment replacer non pas l'élève au centre du savoir, mais au centre du système, mais bien le savoir. Et cela exige par ailleurs que soient rétablis dans leur autorité les enseignants. La notion d'autorité, j'avais lors de notre conférence nationale de lancement, donc il y a 2 ans et demi déjà, parlé de cette notion. La notion d'autorité demande quelques éclaircissements rapides. L'autorité, ce n'est pas la sanction. L'autorité, eh bien, c'est ce que l'on reconnaît notamment à des maîtres, à ceux qui possèdent le savoir, justement du fait qu'ils le possèdent et qu'ils inspirent le respect parce qu'ils remplissent là une fonction noble. Nous n'enseignons pas tous dans les mêmes contextes. Je n'enseigne pas en ZEP, j'enseigne dans un petit lycée d'une petite ville, fût-elle une préfecture, d'un département tranquille qui est la Vendée. J'arrive encore à La Roche-sur-Yon, en Vendée. J'enseigne la philosophie en classe terminale, en plus avec des grands qui sont plus faciles à raisonner. Je parviens à faire cours dans un silence total, constant et continu.
Je sais que beaucoup de mes collègues enseignent dans des conditions autrement plus difficiles, ce qui leur rend la tâche beaucoup plus compliquée. Bon, eh bien, c'est à tous les niveaux et partout avec cela qu'il faut renouer. L'autorité des maîtres, elle dépend du fait que le maître soit lui-même centré sur ses missions, soit en quelque sorte l'assurance de sa fonction, une assurance qui dépend du fait qu'il possède un savoir, qu'il est là pour le transmettre et qu'il remplit une fonction noble. Et il faudra qu'on revalorise socialement la fonction enseignante, y compris ce qui demandera sans doute un travail de pédagogie en direction de l'opinion et peut-être y compris en direction de vous-même, y compris de façon salariale sans doute. J'ouvre un tout petit peu une parenthèse à ce propos. Les enseignants français sont parmi les plus mal payés d'Europe, sinon les plus mal payés d'Europe. Bon. Il est bien évident que cela participe en quelque sorte à l'image qu'ils ont aujourd'hui, d'être des gens qui en définitive donc justement ne remplissent pas une fonction qui est noble. Il faudra revaloriser la fonction enseignant parce que l'autorité des maîtres en dépend, y compris salarialement. Après, nous avons des pistes pour savoir où nous pouvons, dans un esprit de sérieux budgétaire bien sûr, faire des économies, y compris sur la masse salariale. Parce qu'il faut que vous sachiez, si vous ne le savez pas, qu'il y a un nombre extrêmement important d'enseignants qui ne remplissent pas de mission d'enseignement, excusez-moi. Si l'on considère, j'ai un rhume, si l'on considère notamment les décharges syndicales, parfois pléthoriques, les stages divers et variés qui le plus souvent ne servent à rien et même desservent le système parce que dans le cadre de ces stages, on déforme en réalité les enseignants. Excusez-moi. J'ai vu ça, il y a quelques pause. Et en fait, peut-être qu'il y a l'allergie aussi. Donc, alors je ne vais pas parler de ce dont a parlé Alain. Peut-être que pour faire un intermède, vous avez des questions déjà par rapport à... Oui, pour revenir pour revenir au fondamental de l'école, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager de nommer l'école l'instruction publique comme c'était autrefois, puisque son but c'est d'instruire, et comme l'avait justement précisé l'intervenant, l'éducation c'est aux parents, à la famille, qui est tellement mal à l'heure actuelle, la pauvre famille. Donc l'école s'appelle l'instruction publique, comme c'était pendant l'entre-deux-guerres, jusqu'à la libération. Et puis la partie éducation, que ça revienne aux parents. Tout à fait, vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire que nous sommes absolument convaincus que le but de l'école et sa vocation, c'est donc de transmettre ses savoirs, comme vous l'avez bien dit, c'est donc d'instruire les enfants et non pas d'éduquer. Là, je vous dis, moi, les heures de classe sont rognées par éducation. Là, je crois, très bientôt, il va falloir que je laisse les élèves 1 heure on demande ça à l'infirmière du collège pour l'éducation à la puberté. Et du coup, il y a un peu tout et n'importe quoi dans l'éducation à la puberté. Donc, voilà, vous avez entièrement raison. Là, on a suffisamment de travail à faire d'instruire les enfants parce que ça prend du temps d'ancrer ces apprentissages. L'enfant, il ne doit pas papillonner et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on papillonne. Et alors que justement, les médias, tout ce qui est écran informatique fait en sorte, d'ailleurs ça fait parfois des dégâts, les enfants ont de plus en plus de mal à se concentrer, tellement ils ont l'habitude de zapper. Vous voyez. Donc le fait de ne pas donner les conditions à la maîtresse, à l'enseignant, justement de ce temps de consolidation, cette sanctuarisation, c'est-à-dire d'être dans sa classe et de prendre le temps que les enfants fassent des exercices d'entraînement, eh bien c'est vrai qu'on n'est plus dans l'instruction, on est dans le papillonnage et puis c'est vrai qu'on n'a pas forcément envie que nos enfants
parce que ce n'est pas la vocation de l'école, soient éduqués par des gens qui n'ont peut-être pas les mêmes valeurs d'éducation que ce que vous devriez inculquer à vos enfants. Voilà. Et c'est vrai que la jeune Belkacem, elle l'avait abordé, ce sujet par exemple de la théorie du genre. Et à l'école maternelle, ça existait. Moi, j'avais du mal à le concevoir que ça puisse exister. Et dans les écoles maternelles, elle venait expliquer, enfin, elle demandait aux enseignants d'expliquer qu'un petit garçon pouvait bien mettre une robe. Il était à la maternelle, quoi. Donc c'est grave. Ouais. Oui, Odile. Oui, voilà. Justement, vous avez abordé le problème des vêtements. Je souhaitais parler justement de l'époque où on portait les tabliers. Et donc on effaçait les différences sociales entre les enfants. Et c'était, je pense, une bonne idée. Qu'est-ce qu'en pense le collectif Racine? Bien, je crois que tout à l'heure, Alain va toucher deux mots de cette idée. En tant qu'enseignant, le collectif Racine pense que, alors effectivement, à l'époque c'était le tablier, je crois que Robert Ménard d'ailleurs dans sa ville l'a institué et ça marche très bien. Et l'uniforme, on sait dans les sondages que finalement les parents d'élèves seraient favorables au port de l'uniforme dans les élèves. Alors moi, c'est vrai qu'Alain va parler aussi de cet effacement des inégalités sociales, mais moi je pense que ça va au-delà de ça. Moi j'avais posé la question aussi à mes élèves de CM2, qu'est-ce que vous en penseriez de venir le matin avec votre tenue de travail en fait? Et bien les enfants sont plutôt favorables aussi à ça parce qu'ils aiment qu'on leur donne des codes. Alors vous savez que les 68 heures, ils ont voulu justement gommer tous les codes. À la politesse, c'est un code, donc ça va bien, c'est bourgeois. Il y avait aussi même le code de la lecture. Hein. Ils ont même, on en a parlé tout à l'heure, ils ont même fait en sorte de l'annihiler. Et moi je pense que, et ça je leur dis aux enfants, qu'effectivement l'habit ne fait pas le moine, mais ça aide. C'est-à-dire que quand vous venez à l'école ou que vous vous tenez à votre table d'écolier, si vous avez un habit qui vous aide à vous considérer comme un élève, je trouve que ça aide à devenir un élève. Et pour le maître aussi, moi j'aimerais que nous ayons aussi une tenue d'enseignants, enfin de maîtresse d'école. Enfin, aussi, mes maîtres, ils avaient la blouse grise. Mais je veux dire, je trouve que, c'est comme, je sais pas, moi, il me semble que nous aurions un petit peu du mal à aller dans un hôpital où l'infirmière ne soit pas en blouse blanche, mais qu'elle soit avec son jean et son chandail. Et voilà, donc je veux dire, il y a quelque chose qui fait qu'on respecte aussi la personne dans ce qu'elle institue. Et je pense que ça aide à se comporter avec la mission pour laquelle on œuvre. Et donc l'élève, ça l'aide à être élève, et l'enseignant, ça aide à réaliser sa mission d'enseignant. Donc c'est une très bonne idée, et nous la présenterons dans le cadre du collectif Racine, la présenterons à Marine Le Pen. Ça va mieux? Oui, ça va mieux. Excusez-moi pour l'interruption. Vous pouvez dire à tout le monde que dans les dom-toms, ça va de soi. Et oui, ça va de soi. Alors, excusez-moi pour l'interruption, le printemps ne réussit pas, les pollens. Oui, Marine s'est déjà engagée sur l'uniforme. Ça a déjà été dit. Alors, là aussi, il faudra. On se projette évidemment dans la perspective où il va falloir appliquer ces réformes. Là aussi, il faudra sans doute faire un petit effort de pédagogie. L'uniforme n'est pas passéiste. Ce n'est pas le mot fait horreur à bien des gens dans ce milieu enseignant, ce n'est pas du militarisme. C'est simplement que l'école a, je l'ai évoqué tout à l'heure, a pour mission, pour fonction de permettre la promotion sociale. À ce titre, elle ne doit pas, pour transcender justement les inégalités d'origine, eh bien, partir du fait que constituent ces inégalités. D'une certaine façon, il vaut mieux, on dirait même jusque-là, que les enseignants ignorent de quels milieux sociaux viennent leurs élèves, ceci pour parvenir à mieux transcender justement ces inégalités. Voilà.
Et l'uniforme, qui n'est rien d'autre qu'un vêtement indifférencié, gommerait ces signes distinctifs d'appartenance à telle ou telle condition sociale. On sait que les jeunes, les enfants et les adolescents sont férus de marques et de choses de ce genre. Eh bien, ça couperait court, vous voyez, au problème que tout cela soulève, et particulièrement au fait que ça rende manifeste des inégalités sociales d'origine, et ainsi l'école pourrait d'autant mieux parvenir à transcender ces inégalités. Voilà. Et ça relancerait les usines textiles. Ça épargnerait bien des calvaires aux parents qui doivent, au moment de l'achat des fournitures scolaires, se battre avec les enfants qui veulent à tout prix. Bon, comme ça résout bien ce problème. Le port de l'uniforme instaurerait la discipline. Et le respect. Le respect. Au début de ma carrière, il y avait les blouses bleues la semaine et les blouses roses. Donc quand il y avait pas la blouse, ça se voyait tout de suite. Ah oui. Voilà. Et puis c'était l'école des filles et l'école des garçons. Ce qui remonte loin. J'ai pas eu. Bon, je me suis interrompu, je ne veux pas non plus, d'autant plus que sur le mode des questions-réponses, puisqu'encore une fois, l'ensemble des propositions sur lesquelles nous réfléchissons sont des propositions de bon sens, que même si vous n'êtes pas tous des spécialistes de ces questions-là, le bon sens, c'est connu et la chose au monde la mieux partagée, de sorte que nous pourrions ensemble, évidemment, en avoir l'idée. Ce que disait Valérie, je rajoute quelque chose sur ce point, c'est que effectivement, il y a eu un sondage qui nous a un peu étonné d'ailleurs par l'ampleur de ses résultats, qui est un sondage ELAB qui est apparu dans Marianne il y a déjà quelques mois, qui questionnait les Français sur trois choses d'actualité, la notation, les notes, puisqu'il y a un serpent de mer pédagogiste qui est la suppression des notes, et on n'a pas manqué de nous resservir sous Payon et sous Nadjat, eh bien, l'idée que l'on pourrait peut-être supprimer les notes, ce qui se fait d'ailleurs dans certaines classes. On a supprimé les notes, on a mis A, B, C, D. Après, on a mis A-, B-, B+, plus. On s'en remet même finalement. Absolument. Suppression des notes, redoublement, deuxième question posée par sondage, et justement uniforme, blouse, je crois que vous lisez la question. Eh bien, il s'avère que, là encore, le bon sens, il s'avère qu'une large majorité des Français interrogés, qu'ils se disent de gauche comme de droite comme de gauche, eh bien, sont majoritairement favorables au maintien des notes, au redoublement, et même, ce qui est un peu plus surprenant peut-être, et même au port d'un vêtement indifférencié, au port de l'uniforme. Voilà. Eh bien, nous n'avons pas manqué de communiquer en disant que c'était effectivement trois choses auxquelles nous tenions, façon effectivement de signifier une fois encore que ce que nous disons, et c'est pourquoi nous pourrions nous retrouver ensemble, du moins en retrouver certaines idées, certaines thématiques, n'est rien d'autre encore une fois qu'une suite de propositions de bon sens. Bon, je me suis interrompu donc par la nécessité du pollen, voilà exactement. Non, je voulais simplement ajouter quelques idées, de quelques voies, quelques pistes. Bon, ce dont souffre, j'ai fustigé l'égalitarisme, ce dont souffre notre système scolaire comme universitaire, eh bien, c'est l'absence de sélection juste, bien entendu. Bon, chacun sait bien que le bac, eh bien, nous en sommes à 76% d'une classe d'âge à le découcher, donc ce qui veut dire qu'il est profondément dévalorisé, qu'il ne vaut plus rien. La catastrophe pour les étudiants et leurs familles, qui vient souvent parce que les universités recueillent, on voit bien que les inégalités sociales ne sont pas gommées, mais on s'en fout par notre système scolaire. Dans les universités se trouvent pour l'essentiel des enfants qui sont issus des classes les moins aisées, les classes moyennes. Ceux qui sont issus des classes les plus aisées se trouvent dans les classes préparatoires, dans les écoles, et non pas dans les universités. Bon, l'absence de sélection au bac eh bien, fait que la sélection, elle doit bien s'opérer à un moment, et elle s'opère de façon beaucoup plus brutale et beaucoup plus injuste que si elle s'opérait sur la base d'un examen, par le fait que des étudiants s'engagent dans les voies universitaires et ne parviennent pas, pour des raisons multiples, tout
tout de même, mais ne parviennent pas à suivre. Nous avons 56% d'étudiants qui échouent en première année d'université, qui n'obtiennent pas leur première année d'université. Donc vous voyez, vous mettez en regard, nous l'avons fait dans une infographie que nous avons publiée sur le site du Fonds national il y a quelques semaines, mettez en regard ces deux chiffres. 76% d'une classe d'âge obtient le bac, mais 56% des étudiants de première année n'obtiennent pas leur première année. Voilà ce à quoi conduit l'absence de sélection. Alors, ils perdent leur temps, parfois ils s'acheminent, ou ils s'embarquent dans des voies qui n'ont pas débouché, ou des voies, ce qui est encore pire, qui leur permettront d'obtenir effectivement leurs examens, mais au terme desquels il n'y a pas de débouché. Je peux vous énumérer toute une série de formations d'enseignement supérieur qui sont quasiment sans débouché. Que ce soit des filières universitaires, on se demande ce qu'on peut faire particulièrement en ayant un master d'histoire de l'art, vous voyez, quasiment rien, ou que ce soit les BTS. Les BTS gestion et maîtrise de l'eau, par exemple, n'avaient quasiment aucun débouché. Voilà, c'est triste à dire. Donc, évidemment, nous réfléchissons, et nous avons notamment réfléchi, parce que même si nous travaillons principalement en perspective de la présidentielle, nous travaillons également dans le cadre des élections départementales, régionales. Marine avait proposé, lorsque nous avons d'ailleurs, avec Valérie, nous sommes retrouvés avec Marine à Lille pour célébrer, c'était deux choses en une, pour célébrer le deuxième anniversaire du collectif, c'était en octobre dernier, et aussi pour procéder au lancement de notre section départementale du Nord. Donc nous allions célébrer cet événement, procéder à cet événement avec Marine, puisque comme chacun sait, elle était candidate tête de liste dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie aux élections régionales. Ce que Marine avait proposé, puisqu'elle en a profité de cette journée, de cette conférence de presse, pour présenter son programme régional pour les lycées, eh bien, ce qu'elle a préconisé, qui est une solution, enfin une pratique qui évidemment doit être mise en œuvre parce qu'elle est de bon sens, encore une fois, et ne coûterait pas un centime, c'est de placarder, de faire apparaître à l'intérieur des établissements eh bien, des affiches, un signalement, des filières que les élèves ont intérêt à suivre parce qu'il y a des débouchés réels, et leur déconseiller d'en emprunter d'autres qui n'ont pas de débouchés. Il faut arrêter avec cette hypocrisie qui trompe les jeunes et leurs familles qui, bien souvent, on le sait bien, vous le savez bien, financent ces études. Il faut arrêter avec cette hypocrisie, bien entendu. Et pour ça, il faut rétablir, bien entendu, des paliers de sélection justes à tous les niveaux. J'ai évoqué le péché originel tout à l'heure du collège unique. Eh bien, en finir avec le collège unique. Il faut évidemment un palier de sélection. Alors, nous sommes favorables, nous l'avons dit, c'était contenu dans le programme présidentiel à la campagne 2004-2012, pour l'apprentissage à 14 ans. Donc, évidemment, il est parfaitement légitime qu'il y ait, au milieu du collège, lorsque les enfants atteignent cet âge, eh bien, un palier de sélection qui, pour leur bien, eh bien, les oriente, ceux d'entre eux qui sont plus voués à suivre une voie professionnelle, qui les oriente vers la voie professionnelle. Voie professionnelle, c'est là un des plus gros chantiers peut-être qu'il faut, bien sûr, revaloriser, réhabiliter, parce que c'est une voie qui est sinistrée. Il faut que les enfants et les jeunes cessent de se retrouver dans la voie professionnelle par défaut, bien entendu. Eh bien, nous avons là aussi de véritables idées. Il y a une réhabilitation symbolique de la voie professionnelle aussi, à laquelle il faut procéder. On pense tout particulièrement à établir les classes professionnelles eh bien, dans les lycées prestigieux. Pourquoi pas une grande école ou des grandes écoles professionnelles avec des classes préparatoires à ces grandes écoles professionnelles qui seraient situées dans les lycées les plus prestigieux du centre-ville, de nos villes. Bon, nous travaillons également sur cette question-là. Et puis, j'ai évoqué l'université à l'instant, eh bien, il est temps de briser ce tabou 68A, ce tabou 68A de non pas de sélection, surtout pas à l'université. Je voyais l'autre jour une des responsables du syndicat étudiant UNEF, dont le leader a 27 ans, je crois, M. Martinet, est en 3e année de licence, me semble-t-il. Master 1, il a redoublé 5 fois son Master 1. Il a redoublé 5 fois. Et donc,
l'une de ses collègues qui est à la tête de l'UNEF, syndicat étudiant national, disait l'UNEF a toujours été contre la sélection à l'université. Et j'ai répondu par tweet, tout le monde n'a pas les moyens d'être un étudiant éternel. Vous voyez, certains ont les moyens quand ils se dédient effectivement à devenir des apparatchiks du PS, ça c'est sûr. C'est le destin des dirigeants de l'UNEF. C'est pas grave, ils n'auront pas de souci à se faire pour leur avenir, mais tout le monde n'a pas effectivement les moyens de redoubler 5 fois. Et toutes les familles n'ont pas les moyens de payer des études jusqu'à l'âge de 30 ans, bien entendu. Donc évidemment, il faudra accomplir cette petite révolution culturelle. Je m'amuse un peu puisque je dénonce le thème 68 ans, cette petite révolution culturelle qui consistera à introduire des paliers de sélection à l'université. Et là encore, nous sommes attentifs aux sondages, nous ne sommes pas des monomaniaques, des obsédés des sondages, mais les sondages, c'est des photographies, comme on le sait bien, de l'opinion qui disent des choses tout de même. Eh bien, les jeunes sont majoritairement pour la sélection à l'université, et les Français dans leur ensemble sont majoritairement pour la sélection à l'université. Donc il faudra bien que cesse la loi qu'entendent faire régner, parfois de façon tyrannique, des officines syndicales gauchistes qui sont encore dans l'idéologie, dans l'aveuglement idéologique. Voilà. Bon, je terminerai avec une des idées, ou une des perspectives qui nous est particulièrement chère. Nous voulons redresser l'école, mais redresser la France. Redresser la France par l'école, redresser l'école pour redresser la France. Il faut, parce que c'est une des fonctions de l'école, qu'elle parvienne évidemment à former de véritables futurs citoyens. Il y a quelque chose d'absolument essentiel, une mission de premier plan que l'école doit remplir, qui est la formation du citoyen. Alors ça laisse rêveur quand on dit ça, parce que l'école doit former les citoyens est une banalité, un lieu commun. Tous les ministres le disent, tous les ministres l'ont dit. Mais je crois qu'on n'exagère pas en disant qu'aucun ministre n'a vraiment cherché à le faire, n'a vraiment cherché à atteindre cet objectif. Il suffit pour s'en convaincre de regarder ce qu'est l'instruction civique dans ce pays. L'instruction civique est une parodie, est une imposture, est une farce. Ce fut pendant, je parle du lycée, qui est le secteur que je connais le mieux pour lycéens, ce fut pendant, depuis le ministère, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que le ministère Allègre, jusqu'à cette année, ce fut le CJS, votre cible, éducation civique, juridique et sociale. On le formait, dans le cadre de cet enseignement, pourtant, je le nommais de façon intéressante, en rien les élèves à devenir des citoyens. Les cours, les pseudo-cours, devrait-on dire, de CJS, d'une part, n'avaient pas vocation à procéder à la moindre transmission du moindre savoir. C'était écrit noir sur blanc dans les instructions officielles. Que faisait-on, me demanderez-vous alors, dans le cadre de cet enseignement? Eh bien, il s'agissait d'organiser des débats et des débats sur les thématiques à la mode. Voilà, des débats sur les discriminations, des débats sur le devoir de mémoire, c'est-à-dire le devoir de repentance, des débats sur le développement durable du réchauffement climatique. Bref, tout ça est une farce, alors qu'il est évidemment impératif que l'école forme des citoyens qui ont vocation à devenir pleinement libres et éclairés. L'idée, elle est en cours, si vous voulez, d'élaboration, eh bien, c'est que nous devrons mettre en œuvre un véritable enseignement civique à tous les niveaux, qui, selon notre réflexion en cours, devra dispenser des notions de droit constitutionnel, des notions de fonctionnement de nos institutions, une éducation à la défense. Figurez-vous qu'il y a des dispositions légales qui obligent les enseignants à dispenser cette éducation. Or, ce n'est absolument pas fait. Eh bien sûr qu'il y a une mission dans ce sens-là que l'école doit remplir. Et puis également, un véritable éveil de l'esprit critique et un apprentissage visant à permettre aux enfants et aux jeunes d'exercer leur esprit critique par rapport tout particulièrement au contenu médiatique dont ils sont sans cesse abreuvés. Voilà, j'ajouterai un point encore, j'ajouterai plus, mais j'ai assez parlé. L'école est aussi le lieu où il s'agit de donner aux jeunes générations la fierté d'être français, nous en conviendrons tous. Pour cela, il faut enseigner la langue française dans ce qu'elle a d'éclatant. Ce n'est pas un hasard, je le préciserai au passage, si nous avons choisi de donner à notre collectif le nom de Racine, qui est
peut-être l'auteur chez qui la langue française eh bien, atteint son plus haut point de perfection. Eh bien, il faut que l'école, de façon générale, donne aux enfants l'amour de leur langue. Il faut que l'école transmette par ailleurs des connaissances de l'histoire de la France. Bon, il y aurait infiniment à dire là-dessus. On le sait à peu près. Des pans entiers de notre histoire de France sont à présent passés sous silence. Ils ne sont plus même enseignés. Et puis on sait bien que l'enseignement de l'histoire est atteint de cette maladie qu'il va falloir véritablement guérir, qui est celle de la repentance. Voilà. Donc il faut que l'école donne aux enfants de France des raisons, et Dieu sait s'il y en a, d'être fiers d'être français. Nous avons des discussions passionnantes parce que nous réfléchissons beaucoup, nous travaillons beaucoup, mais nous discutons aussi. Il faudra, et il y aura un effort là encore de pédagogie à faire, il faudra sans aucun doute procéder à une recentralisation administrative de l'école et de l'université. Notre collègue, qui est vice-président du collectif, Gilles Le Breton, par ailleurs député européen, connaît très bien parfaitement même ces questions de l'enseignement supérieur, puisqu'il est professeur des universités. Il décrit les effets dévastateurs de la loi de 2007 qui a justement octroyé une plus grande autonomie aux établissements. L'autonomie des établissements est une chose généralisée, puisqu'on a cessé d'accorder une autonomie croissante aux établissements depuis un certain nombre de réformes, depuis un certain nombre d'années. Nous voulons redresser le système, ce qui supposera effectivement que le volontarisme politique qui sera le nôtre eh bien, soit suivi des faits. Et pour cela, il faut effectivement que le système soit recentralisé, parce que sinon, les réformes ne porteront pas. C'est une nécessité. Là où j'évoquais des discussions intéressantes et passionnées, c'est que, bien sûr, quand je parle de recentralisation, il ne s'agit évidemment pas de nier les spécificités de l'enseignement privé sous contrat d'association avec l'État, comme de l'enseignement privé tout court. Mais, y compris avec des gens qui sont plus spécialistes que je le suis, puisque j'enseigne dans le public, de l'enseignement privé, on s'entend assez bien pour dire qu'effectivement, l'entrée en application, la mise en application de nos réformes supposera effectivement cette condition administrative qui est une certaine centralisation. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Je dirais en conclusion que par son école, bien sûr, une nation prépare son avenir. Donc les politiques scolaires doivent être décidées au niveau national. Et c'est à l'État qu'il incombe de prendre en charge les politiques organisant le système scolaire, définissant pour chaque niveau d'enseignement ce qu'il s'agit d'enseigner et comment. On a vu l'importance des méthodes. N'oublions pas que notre école était, il y a quelques décennies encore, l'une des meilleures au monde. Que s'est-il donc passé pour qu'aujourd'hui elle fasse défaut à ce point? Si c'est par son école qu'une nation prépare son avenir, le fait que l'école aille mal et la nôtre se porte décidément très mal constitue le révélateur parfaitement clair de ce que la nation a aujourd'hui renoncé à elle-même.